Bonjour, chers étudiants. Nous nous retrouvons pour la deuxième séance de, de cours concernant le module qui est intitulé Introduction au commerce international. La complexité du commerce international nous impose la maîtrise de plusieurs paramètres. C'est la raison pour laquelle nous avions commencé par dire que le premier chapitre de notre cours porterait sur les incoterms 2010 et 2020 de la saisie de la Chambre de commerce internationale. Pourquoi nous avons voulu commencer par les incoterms? Parce qu'on a tout dit, dans une transaction internationale de marchandises, il nous faut qu'on appelle la signature de contrat. Il faut par exemple que des contrats soient signés entre les fournisseurs et les clients acheteurs importateurs. Et là aussi, on ne peut pas parler de signature de contrat à l'international pour l'achat ou la vente de marchandises sans faire allusion, sans faire référence maintenant aux incoterms, qui sont des codes universels qui sont élaborés par la CCI, la Chambre de commerce internationale, et portant maintenant sur les contrats de vente de marchandises à l'international. Et donc, sur ce, on a fini le chapitre sur les incoterms. Nous abordons maintenant un nouveau chapitre qui porte maintenant sur les techniques de paiement du commerce international. Et dans ce document, ou dans ce chapitre, on va d'abord vous lister le sommaire. Dans le sommaire, on a l'introduction, la première partie, présentation des moyens de paiement à l'international. En 1, on a ce qu'on appelle le contexte historique des moyens de paiement. 2, en définition des moyens de paiement. 3, les objectifs des techniques de paiement à l'international. 4, on a les facteurs déterminant le choix des moyens de paiement à l'international. En partie 2, on a les différents moyens de paiement au niveau international. En petit 1, on a ce qu'on appelle le paiement d'avance. Petit 2, nous avons ce qu'on appelle la facturage. 3, le crédit documentaire. 4, maintenant, on va parler maintenant des avantages, inconvénients, risques des moyens de paiement à l'international. Et là, nous aurons maintenant ce qu'on appelle la partie conclusion. Maintenant, pour l'introduction, nous disons toujours que lors des négociations commerciales internationales, les modalités financières du contrat relatives au mode de paiement et aux techniques de paiement dont certaines sont spécifiques au commerce international revêtent une importance primordiale. Les modes de règlement utilisés à l'international sont nombreux et diversifiés. On a ici les opérateurs du commerce international devront maintenant choisir l'instrument et la technique de paiement adéquat parmi les nombreuses possibilités plus ou moins complexes et contraignantes qui n'offrent pas les mêmes sécurités à l'exportateur dont le souci majeur est de se faire payer par ses clients. À raison de ces impératifs commerciaux, l'exportateur ne dispose pas souvent d'une position de force suffisante sur le type maintenant de lui permettre d'imposer des conditions de néanmoins, il se doit bien de connaître les différents outils dont il dispose. À l'importation, l'acheteur dispose d'une panoplie d'instruments et de techniques de paiement dont l'utilisation suit les mêmes exigences qu'à l'exportation. Et ici maintenant, nous avons la partie première, présentation générale des moyens de paiement à l'international. Nous commençons par petit 1, le contexte. L'historique ou l'histoire des moyens de paiement, c'est-à-dire tout ce qui est généralement accepté en contrepartie de la vente d'un bien ou de la prestation de services, a débuté avec l'invention de l'écriture. En effet, vers les années 3000, vers 3000 ans avant notre ère, en Mésopotamie apparaissent déjà les premières banques. Depuis, les moyens de paiement ont évolué en passant du troc aux premières monnaies des marchands du Moyen-Âge aux grandes banques d'aujourd'hui. Le troc, c'est juste, par exemple, l'échange qu'on faisait souvent, par exemple, en nature.
Vous avez par exemple 1 kg d'oignon que vous convertissez, vous échangez avec 1 kg de pommes de terre. On a 1 kg de riz qu'on échange avec 1 kg de mil, 1 kg de sucre qu'on échange avec 1 kg de sel, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle le troc. Toutefois, les évolutions les plus marquantes ont eu lieu à partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec, et notamment grâce à l'informatique et à l'informatisation des moyens de paiement. De nos jours, ces derniers sont présents sous de multiples formes et font partie intégrante de l'activité de l'homme. En effet, qui ne s'est jamais servi de billets de banque, de chèques, de cartes bancaires, et de suite. Donc là, c'est presque, ça fait partie par exemple de la vie de l'homme, et surtout même de faire partie de son quotidien. De plus, la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire une société de consommation, tout le monde, qu'il soit pauvre ou riche, est concerné par les moyens de paiement, car ils sont omniprésents. Aujourd'hui, il est même possible à domicile avec le développement de l'Internet et la création de la monnaie virtuelle. Ainsi, depuis la création de la monnaie, elle est passée de l'état matériel à l'état sculptural, puis à l'état électronique, à l'état virtuel. L'état virtuel d'une monnaie, c'est quoi? C'est comme quand on fait un transfert d'argent. On fait un transfert Wari, un transfert Orange Money, un transfert Johnny Johnny. On envoie de l'argent à un destinataire qui le reçoit. Mais vous, le montant que vous transférez, l'argent que vous envoyez, vous ne le voyez pas partir et de suite. Nous sommes d'accord. C'est là maintenant nous parlons d'argent virtuel. Et là, nous avons en deux définitions des techniques de paiement. La technique de paiement, nous distinguons d'abord dans la pratique du commerce international ce qu'on appelle les modes de paiement. Ces modes de paiement se divisent maintenant en deux sous-parties. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les instruments de paiement. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les techniques de paiement. Mais l'instrument de paiement est défini comme étant la preuve matérielle par laquelle s'effectuent les règlements. Et dans ces instruments de paiement, on peut en citer ce qu'on appelle le chèque, la lettre de change, le billet à ordre, et ainsi de suite. Et je répète la définition. L'instrument de paiement est considéré comme une preuve matérielle par laquelle s'effectue le règlement. Quand on parle de preuve matérielle, parce que c'est des documents, ils sont tangibles, ils sont palpables. Tandis que maintenant, la technique de paiement va être considérée comme un système d'organisation qui permettra de collecter les instruments de paiement, qui permettra de collecter le chèque, la lettre de change, le billet à ordre, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi quand nous parlons de système d'organisation, cette fois-ci, on n'a plus maintenant un document qui est tangible, qui est palpable, comme, n'est-ce pas, les instruments. C'est pourquoi on parle de système d'organisation. C'est un mécanisme, il y a par exemple 4 à 5 parties qui interviennent dans la réalisation, n'est-ce pas, de ces techniques de paiement. Et en cette technique, maintenant, nous retiendrons peut-être l'équipe documentaire, nous retiendrons la remise documentaire, et ainsi de suite. Mais en tout cas, on va aborder les objectifs des moyens de paiement à l'international. Ces objectifs maintenant se résument comme suit: permettre aux responsables achats financiers et ainsi de suite la maîtrise des aspects relatifs aux instruments de paiement. En deux, négocier, gérer de manière efficace les règlements internationaux avec les banques et les partenaires étrangers. Connaître les différents moyens de paiement internationaux, savoir les utiliser, savoir les choisir en fonction des types d'opérations réalisées à l'import et à l'export et en fonction du pays concerné. Sensibiliser les acteurs concernés aux risques financiers et aux inconvénients des différents paiements internationaux. Leur permettre de négocier le moyen le plus adapté pour sécuriser un paiement. En 4, maintenant, on a les facteurs déterminant le choix d'un moyen de paiement international. Le moyen de paiement est encore trop souvent considéré comme accessoire, alors même qu'il fait partie intégrante du contrat de vente et qu'il doit être choisi avec la plus grande précaution. Donc, maintenant, ces précautions, donc, il faudrait d'abord s'interroger sur le pays destinataire et où la banque, c'est important. La situation géographique de certains pays, c'est important. La connaissance du client également reste un élément important. La connaissance du client ou d'un fournisseur, la nature des marchandises également. Tout ça, c'est des aspects qui sont hyper importants. Maintenant, on dit, je donne juste un exemple pour expliquer. Quand on dit, par exemple, il faut maîtriser la nature des marchandises. La nature de la marchandise constitue également un élément fondamental dans le choix de l'instrument de paiement à privilégier. Par exemple, dans le
Dans le cas d'une remise documentaire, il conviendra de veiller aux possibilités de revente éventuelle de marchandises expédiées lorsque les marchandises sont exportées et en cas de défaillance de l'importateur, il apparaît plus simple de trouver un nouvel acquéreur pour des biens de consommation d'une valeur peu élevée que pour des biens de consommation d'une forte valeur. Donc là, vous voyez l'importance maintenant de ces éléments qu'il faudra donc maîtriser en amont avant maintenant la réalisation de ce contrat. Donc en deux maintenant, nous aborderons les différents moyens de paiement à l'international. Donc ici, en différents moyens, nous commencerons par le paiement à l'avance. Les modes de règlement sont choisis par l'exportateur. En commerce international, ce sont les transferts de dépôts bancaires ainsi que les instruments de crédit qui servent de moyens de règlement, l'aide d'échange, but à ordre de chèque, virement bancaire international, et de suite. Le choix entre ces différents moyens s'effectue en fonction de leur rapidité, leur coût, de la réglementation des échanges des pays, et de suite. Les transferts internationaux sont libellés en monnaie nationale ou en devise étrangère. Les circuits bancaires utilisés sont plus complexes que lors des transferts entre résidents. En effet, les internationaux impliquent l'intervention des banques à l'étranger et nécessitent une opération de change si le paiement est en devise étrangère. Le change, le change, on dit tout simplement, c'est la conversion d'une devise étrangère par rapport à une monnaie locale. Si aujourd'hui, par exemple, vous devez faire change de dollar en CFA, il faudrait, par exemple, maîtriser donc, le cours du dollar par rapport au franc CFA. Et là, on a l'habitude de dire, par exemple, que le dollar a un taux de change qui est flottant, c'est-à-dire son cours évolue en temps de scie, c'est-à-dire son cours n'est pas stable, alors que l'euro maintenant a un taux de change qui est fixe. Parce qu'à chaque fois, il faut pour changer euro en CFA, on vous demande de convertir avec 655,957 francs CFA. Donc, après par avance, on a ce qu'on appelle la lettre de change. Définition de la lettre de change. La lettre de change est un écrit par lequel un tireur, c'est-à-dire l'exportateur, donne un titre à l'importateur de payer à vue ou à une date déterminée une certaine somme à lui-même ou à un tiers. La traite doit contenir un certain nombre de mentions. Donc, de façon encore beaucoup plus simple, on dit par exemple que la lettre de change est définie comme étant un écrit par lequel une personne qui est dénommée créancier donne l'ordre à une autre personne qui est appelée débiteur de lui payer ou de payer à un tiers une somme d'argent déterminée et à une date déterminée. Cette date déterminée maintenant est appelée une échéance. Nous résumons, nous récapitulons encore. La lettre de change est un écrit par lequel une personne qui est appelée créancière, c'est-à-dire la personne à qui on doit, donc donne un ordre à un débiteur de lui payer une somme d'argent déterminée à une date déterminée. Et cette date déterminée maintenant est appelée échéance. Donc voilà donc la définition qui est donnée à la lettre de change. Donc c'est un document, mais il est établi par le fournisseur au profit maintenant du client acheteur importateur. Maintenant, pour ce qui est maintenant des mentions obligatoires d'une lettre de change, on a la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre, exprimé dans la langue employée par la rédaction de ce titre. Donc, si la rédaction de ce titre se fait en anglais, donc il faudrait par exemple écrire en anglais. Si c'est en français, on écrit en français, et ainsi de suite. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Le nom de celui qui doit payer. Donc, ça dit par exemple le débiteur. L'indication de l'échéance. Le lieu de paiement de la transaction, le nom de celui auquel ou l'ordre duquel le paiement doit se faire, l'indication de la date et du lieu de la création de la lettre de change, la signature de celui qui émet la traite. Maintenant, on a ce qu'on appelle différents types de lettres de change. Maintenant, pour ces différents types de lettres de change, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit dans la lettre de change, on distingue deux types. La traite protestable, et ce qu'on appelle la traite sans frais. Voilà donc les deux types de lettres de change qui existent.
Et maintenant, ce qu'on appelle la fonction de la lettre de change. La lettre de change présente des fonctions qui sont: la lettre de change est un instrument de placement de valeur dans le transfert matériel de fonds. Une lettre de change, l'acheteur a ainsi un certain temps pour vendre ses marchandises et de se procurer les fonds nécessaires au paiement de sa lettre. De son côté, le créancier peut obtenir d'un banquier un escompte sur la lettre avant l'échéance. Les capitaux indispensables pour continuer son exploitation. La lettre de change est un instrument de paiement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous faisions la différenciation entre instrument de paiement et technique de paiement, on vous disait que l'instrument de paiement était la preuve matérielle par laquelle s'effectuent les règlements, alors que la technique de paiement est définie comme un système d'organisation qui nous permettra par exemple de collecter les instruments de paiement. Donc voilà donc sur ce qu'on a voulu expliquer aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle les modes de paiement à l'international ou les techniques de paiement du commerce international. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on viendra continuer avec la lettre d'échange qu'on appelle émission de la lettre d'échange, les conditions de forme, les conditions de fond. Nous traiterons également le BA, le chèque et ainsi de suite. Je vous remercie de votre attention. Merci et bonne journée à tous.